on a le plaisir d'avoir sur scène d'ailleurs deux grands acteurs du crédit, Sofinco et CTLM. Alors, je vais vous présenter rapidement Anaïs Desmoulins. Vous êtes directrice des nouveaux marchés chez Sofinco, donc au Crédit Agricole Personal Finance et Mobility. Et Julien Montel, vous êtes directeur des partenariats France, Retail et Amélioration de l'Habitat chez BNP Paribas Personal Finance, donc la banque derrière CTLM. Donc on est ravis de vous avoir autour de cette table pour votre témoignage et votre vision aussi sur la consommation, sur les services digitaux. Et le panel se complète par Thibaut Ravizet. Bonjour Thibaut, vous êtes le cofondateur et le CEO de Quicksign. Alors Quicksign, vous nous direz un peu plus sur Quicksign tout à l'heure, mais en gros, vous proposez une plateforme en SaaS plutôt spécialisée sur l'onboarding dans les parcours digitaux. Alors pas seulement pour le crédit et le financement, mais en particulier aussi pour ces parcours-là. Alors, la première question que je voudrais vous poser, elle va s'adresser surtout à Anaïs et à Julien. On est dans une période où il y a une certaine tension sur l'économie, sur le crédit à la consommation, sur les pratiques aussi de consommation. J'aimerais un peu avoir votre vision sur à quel point ces transformations, elles influent sur la stratégie d'octroi de crédit, sur votre stratégie aussi en matière de parcours, en matière d'efficacité opérationnelle et commerciale. On parlera après de comment ça se traduit en matière de services numériques. Mais d'abord, votre vision là-dessus. Peut-être Anaïs pour commencer. Très bien, merci et bonjour à tous. Alors, effectivement, je pense qu'on en a parlé un petit peu avec Julien juste au début. Ça tombe bien parce qu'on est d'accord sur notre vision du marché du crédit à la consommation. Donc, on devrait être aligné sur ce qu'on vous partage. Le crédit à la consommation, aujourd'hui, ça reste un pilier structurel du financement de la consommation des ménages. Et je pense qu'il faut garder ça en tête. On est à une production qui est un tout petit peu plus élevée en 2024 qu'en 2023. Je crois qu'on est à 48 milliards de production en 2024. En revanche, on a un taux d'équipement ou un taux de détention du crédit à la consommation qui a tendance à stagner. On était en 2024 à 19% des ménages français qui détenaient un crédit à la consommation. C'est le taux le plus bas depuis 1989, je crois. Donc on sent une tendance, quand même, une mouvance qui évolue. Je pense que on constate tous l'évolution des consommations, l'évolution des attentes des clients, des comportements aussi de consommation différents. On attend des consommations engagées, on va avoir des comportements de simplicité dans la souscription. Maintenant, le crédit conso est toujours là, il s'adapte, il est en pleine mutation parce qu'on a des clients qui attendent des choses différentes en termes d'expérience client, en termes de modularité et de personnalisation aussi de nos offres. Quel est l'équilibre entre crédit conso, on va dire traditionnel, et puis les formes de crédit nouvelles comme le BNPL, etc. Justement, je pense que le taux de détention aujourd'hui du crédit conso, il est impacté parce qu'on ne tient pas compte de ces nouvelles formes et de ces nouvelles solutions financières. Le BNPL qu'on a tous vu débarquer de façon massive dans nos vies après le Covid représente aujourd'hui à peu près 15 milliards sur le marché français. C'est une tendance massive et aujourd'hui, alors pour quelques temps encore, c'est pas considéré comme du crédit, en tout cas pas toutes les formes de ce qu'on appelle le BNPL. Ouais. Julien, même question sur votre vision sur les pratiques de conso et comment elles peuvent influer la stratégie chez CTLM, à la fois face à ces nouveaux acteurs du paiement et puis plus globalement sur la manière de s'insérer dans les parcours des demandeurs. Peut-être par rapport à ça, alors merci, bonjour à tous. Un petit focus marché également, puisqu'on a quand même un marché du crédit conso et même un marché de la consommation qui est en pleine transformation, mutation. Bon, il y a eu l'effet choc inflationniste depuis 2022. Et en fait, les chocs s'enchaînent, puisque nous, ce qu'on observe, c'est une vraie rupture, notamment depuis la dissolution de l'année dernière. Et puis l'instabilité maintenant fiscale, géopolitique, macroéconomique, qui génère un certain attentisme de la part des clients. On le voit, ça se voit chez nos partenaires, chez les retailers. Ça se voit aussi du coup, dans les chiffres du crédit, tu l'évoquais tout à l'heure. Néanmoins, le crédit reste aujourd'hui un vecteur puissant puisque c'est une nécessité, ça reste une nécessité pour beaucoup de Français pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir acheter, pour pouvoir aussi se faire plaisir. On avait lancé une étude avec l'Observatoire CTLM là, qui est sorti en début d'année qui s'intitule d'ailleurs le plaisir fait de la résistance et on voit bien que le plaisir
dans l'acte d'achat est important. Donc cette tendance-là, nous, on l'accompagne, évidemment, et on accompagne à la fois les changements de nature de consommation, puisque un peu plus d'épargne, une consommation parfois plus choisie. Néanmoins, on n'est pas là pour juger les consommateurs, ni juger ce qu'ils achètent ou ce qu'ils ont envie d'acheter. Par contre, on est là pour les accompagner et leur proposer la meilleure expérience. On reviendra effectivement là-dessus. Alors, j'aimerais qu'on puisse détailler aussi comment tout ça se traduit en matière de parcours numérique, de services numériques. Je vais d'abord peut-être laisser la parole à Thibaut, parce que vous avez peut-être une vision un peu plus globale finalement de tout ça par votre position d'acteur technologique. Et notamment, vous travaillez la notion d'onboarding, qui est absolument clé quand on parle de demande de crédit, à la fois chez un partenaire ou via directement un organisme. Comment les choses évoluent de ce point de vue-là? Comment la technologie permet, et l'ergonomie aussi, permet de favoriser, une fois de plus, ce type de parcours? Bonjour à tous. Oui, effectivement, le sujet de l'onboarding dans les services financiers, c'est celui qu'on adresse. Ouais. Donc c'est le sujet de quand on doit vendre un produit financier, là dans notre cas d'espèce le crédit à la consommation, sinon l'ouverture d'un compte, on est soumis à des contraintes que ne sont pas soumis la plupart des commerçants qui vont vendre des services ou des produits. Ces contraintes, on va les résumer en 3 volets. Une contrainte sur la connaissance du client et la vérification de l'identité de la personne, éviter qu'on ait affaire à un terroriste ou un vendeur de drogue. Sur sa capacité à prendre le produit, sa connaissance et sa capacité à prendre le produit, notamment dans le crédit, est-ce qu'il est suffisamment, ces flux d'argent sont suffisants pour pouvoir rembourser l'emprunt. Et la formalisation du consentement du consommateur, donc la contractualisation. Et sur ces 3 volets-là, le digital apporte énormément de solutions. Voilà, on s'appelle QuickSign parce qu'à l'origine, on a commencé par proposer une solution il y a quelques années, pratiquement 20 ans, une solution adaptée aux services financiers qui permettait de dématérialiser le contrat et le contrat de crédit à la consommation, puisque les premiers clients de QuickSign, c'était Sofinco et CTLM. Donc, bouclé. Ouais. Voilà, tout ça pour dire un peu l'histoire, c'est que le digital, ça avance à son rythme. Voilà. Quand on revient aux problématiques, et pour répondre à votre question, du domaine du crédit à la consommation, je dirais qu'il y a 3 parties en présence. Il y a le consommateur, on va le mettre en premier, parce que maintenant Revolut nous explique qu'il faut quand même mettre le consommateur au centre du sujet. Et le consommateur, ce qu'il attend effectivement, c'est de la fluidité, de la simplicité et de l'instantanéité. Donc une réponse à une demande de financement, si elle peut être automatique, si elle peut donner tout de suite la réassurance au consommateur que c'est bon, c'est gagné. Et s'il faut attendre dans un magasin et faire la queue parce que c'est une journée promotionnelle et qu'il y a 3 personnes devant, et ça veut dire 3 fois 15 minutes ou 3 fois 20 minutes, voilà. Là, c'est plus comme ça que le consommateur est prêt à payer. Et donc, les technologies digitales permettent de prétendre résoudre cette problématique. Ça, c'est côté consommateur. Ouais. Côté distributeur, retailer, qui est le partenaire des services financiers, lui, je pense qu'il pousse quand même pas mal à l'équipement au crédit, qui permet d'aller gagner ses petits achats plaisir, d'aller chercher davantage de valeur, de prendre le produit qui va être un petit peu plus, qui donne plus envie. Il va s'y retrouver aussi au plan financier, parce que les retailers ils sont même bien bousculés. Et puis depuis l'arrivée des distributeurs digitaux, c'est sûr que les marges sont quand même bien serrées. Et les produits de financement sont quand même des moyens pour eux d'aller chercher de la marge. Et puis il y a un autre niveau d'exigence qu'on va retrouver aussi dans le challenge digital, c'est que dans un très grand nombre de cas de distribution, on va avoir des moments clés, des moments forts, les lancements de produits, des Black Friday, qui vont constituer une grosse partie du chiffre d'affaires et de la marge du distributeur. Et dans ce cadre-là, l'attente, c'est que les promesses de fluidité, de simplicité se fassent, même si à un moment, le système est sollicité 20, 30, 40 fois plus que d'habitude. Donc, les pics, ces pics exactement, de charge. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'Amazon a créé son système AWS. Et le sujet se pose dans les services financiers quand on doit adresser un grand commerçant, un grand e-retailer qui va dire moi, ce jour-là, je sais que je vais faire x20, x30, je vais communiquer à toute ma base, je vais communiquer à tout le pays. Voilà, donc on va dire qu'au niveau des services financiers, on a ce type de challenge, des retailers, ce type de challenge. Oui. Et concernant les services financiers,
Je dirais qu'il faut répondre à toutes ces problématiques-là, tout en conservant son niveau de risque. Bien sûr qu'on a envie de prêter, mais enfin bon, il faut quand même vérifier et donc faire diligence correctement, et également s'assurer de la conformité du processus, parce qu'un jour ou l'autre, on doit rendre des comptes aussi aux autorités de tutelle. Donc on a cette espèce de triptyque dans lequel la technologie digitale s'insère et qu'elle doit résoudre en fait, au travers différents services qu'il faut coordonner, qu'il faut orchestrer. Alors vous m'avez envoyé une photo d'iceberg. Alors pourquoi? Ça c'est nous. Ouais. Voilà, non, ce qu'on dit et pourquoi on essaie de montrer une image forte avec un iceberg, c'est qu'on dit en fait, généralement, on va parler technologie à un moment, on se dit on va mettre le client au centre, et puis le client maintenant, pour lui donner l'instantanéité, on va faire des trucs super. Alors je cite comme ça des technologies. Il y a 15 ans, on citait la signature électronique comme quelque chose de très innovant. Maintenant, c'est un petit peu commun. Aujourd'hui, on va parler de l'open banking. Enfin, aujourd'hui, ça fait 7-8 ans qu'on parle de l'open banking, la biométrie depuis 4-5 ans, qu'on a inséré également dans les parcours. Ça, c'est des technologies, on va dire, qui fonctionnent. Il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Et tout ça, c'est généralement le niveau de discussion qu'on peut avoir avec nos interlocuteurs. Voilà, moi je veux ça, ça a l'air super, ça marche, vas-y, rentre-moi ça dans mes parcours. Et ce qu'on explique, c'est qu'en fait, avant que ça marche, avant que ça réussisse, il faut en faire davantage. Il faut se pencher de la question de l'insertion de ces technologies, de ces nouveaux services au sein de parcours qui vont toucher les commerciaux. Il faut, lorsqu'on veut chercher à automatiser davantage les parcours, s'interroger sur la performance des outils. Ouais. Et les outils, ils vont être très variés pour réussir à toucher un maximum de la population. Avec un seul outil, on arrive à atteindre un certain degré de performance, mais ça ne suffit pas. Il y a trop d'échecs, il faut en rajouter. Et il faut monitorer tout ça. Je parlais de coûts et des problématiques de charges que pouvait représenter la vente de services financiers et le challenge avec les distributeurs. Et bien, quand on empile comme ça les technologies, généralement, à la fin, on se rend compte que l'addition est assez élevée. Donc, on a un vrai sujet de contrôle et de maîtrise de la distribution. Voilà. Et la dernière partie de l'iceberg, c'est qu'évidemment, on travaille dans un domaine ultra réglementé où il faut effectivement aussi s'interroger sur est-ce que je suis bon en IAIDAS, en RGPD, en AML, etc. Voilà. Bon, alors, du coup, on reste dans le domaine du maritime. Et nous, ce qu'on dit, c'est que finalement, une plateforme qui fonctionne, que ce soit la nôtre ou que ce soit celle que peuvent envisager nos clients, c'est que si on veut faire de la masse, si on veut adresser le sujet de manière industrielle avec les gros retailers, avec les e-retailers les plus gros, ceux qui valent le plus cher en bourse aujourd'hui, les Amazon, les Apple, qui ont complètement bouleversé le système de distribution, la façon de voir les choses, nous, on la présente ainsi. Il y a effectivement des problématiques d'identification, de signature et autres en haut, et on voit qu'on les démultiplie. On dit en fait, c'est pas un service dont on a besoin, c'est N services, parce que pour pouvoir servir tous mes clients, tous mes parcours, je dois aller chercher des dispositifs multiples. Cela, je dois les coordonner. Donc c'est vraiment une tuyauterie. Je dois les fine-tuner en fonction de mon partenaire, en fonction de ma connaissance de mon client, en fonction du montant du bien. Je dois réussir à savoir exactement, pour maximiser ma change de conversion et d'automatisation, je dois fine-tuner l'ensemble de mes indicateurs. Une série d'ajustements, effectivement, très Absolument, fins. Voilà. Et la réalité de ce paysage, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, toute la valeur, ce n'est pas de savoir se connecter par API à telle ou telle technologie. C'est certainement en partie savoir bien coordonner tout ça, mais c'est surtout bien exploiter la donnée. Et ce n'est pas juste l'IA pour dire l'IA aujourd'hui, mais c'est parce qu'effectivement, la valeur d'un service financier notamment, et dans le prêt encore plus, c'est la connaissance du marché, connaissance du client, la connaissance du marché et la capacité à en tirer quelque chose via l'outillage. Voilà. Ça, c'est simplement une illustration pour dire finalement cette usine, à quoi elle ressemble et les utilisateurs de cette usine, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sont effectivement posés exactement comme une plateforme pétrolière. Il y a quelques personnes pour aller serrer les boulons, mais sinon, ils ont des dashboards. On a un dashboard en haut à gauche, c'est celui qui va nous permettre de définir les parcours et de changer simplement, sans développement informatique, sans temps long, changer les règles dans chacun des parcours pour pouvoir tenir compte de ce qu'on vient d'apprendre. À droite, c'est les dashboards qui nous permettent de surveiller correctement la performance. Et en dessous, c'est les surveillances du run pour dire, ah, tiens, tout d'un coup, ça sonne, là, j'ai un problème, j'ai une valve qui vient d'exploser, j'ai un retailer là, qui n'arrive plus à passer
les proportions attendues, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, et ce qu'on dit, c'est que c'est le sujet de l'onboarding au sens technologique, c'est une plateforme large qui peut adresser ce sujet-là, et c'est pas simplement une connexion à NAPI. Voilà. Alors, ce que je retiens de votre discours, Thibaut, c'est plusieurs choses sur lesquelles d'ailleurs je voudrais faire réagir un petit peu Anaïs et Julien. D'abord, la circulation de la donnée, et peut-être aussi la centralisation de la donnée, aussi comment on peut faire circuler encore une fois cette donnée, notamment sur les demandeurs de crédit, de la manière la plus intelligente possible. L'écosystème aussi, puisque vous avez parlé des grands retailers, des Apple et autres, comment on travaille avec eux, comment on innove avec eux. Et on va peut-être commencer par ça, la partie un peu immergée de l'iceberg, c'est-à-dire vraiment le point de contact avec les demandeurs de crédit. Et là, je crois que vous avez d'ailleurs tous les deux un peu le même type de stratégie, donc ça tombe bien, même vision, même stratégie. Anaïs, je vais vous donner la parole d'abord sur ce point. Comment aujourd'hui vous matérialisez, d'un point de vue digital, l'interaction avec le demandeur de crédit ? Alors, effectivement, je pense que les changements et les mutations dont on a parlé au tout début de l'échange impactent principalement 3 dimensions. Déjà, nos offres. Ensuite, notre expérience client digitale et enfin notre modèle relationnel. Sur nos offres, on l'a vu, on en a parlé, on est amené à trouver des nouvelles solutions de financement. Le BNPL s'est énormément développé et donc tous les acteurs traditionnels ont été poussés sur cette tendance-là pour répondre à des besoins clients qui attendaient plus de personnalisation, plus de modularité et plus de transparence aussi dans l'utilisation d'un service de financement. Donc on a changé nos offres. Mais derrière nos offres, on a aussi changé nos parcours de souscription et nos expériences clients digitales. Et là, sur la souscription, je pense notamment à des parcours qui ont été complètement repensés chez Sofinco ces dernières années. On est passé d'un parcours de souscription à un crédit qui faisait 5 étapes, 15 minutes à remplir des papiers, à transmettre votre fiche de paye. Vous aviez une préacceptation et si vous étiez chanceux, en 2 jours, vous aviez un retour, à en fait un parcours où aujourd'hui il y a 2 étapes, 5 minutes et un octroi automatique. Et les attentes des consommateurs nous poussent à ces exigences-là. Donc dans nos parcours de souscription, on doit être capable d'avoir le même niveau d'exigence sur la solvabilité, sur la fraude, tout en ayant un parcours extrêmement simple et fluide. Et c'est là où je trouve que les technologies aujourd'hui, que ce soit l'IA ou même l'open banking, font partie de notre vocabulaire courant, mais pour autant, je trouve qu'on est encore dans une phase de transition aujourd'hui, parce que si l'open banking paraît une évidence pour mesurer la solvabilité de nos clients, en fait, ça ne l'est pas vraiment dans les usages, parce qu'on laisse le client seul. Le self-care, c'est bien, mais on a un vrai challenge. Alors, je laisserai mon compère réagir là-dessus, mais sur les taux de transformation et les taux de drop à ce niveau-là. Donc, je trouve qu'il y a des vrais défis. Certes, on intègre la technologie dans nos parcours, mais on a un vrai challenge à aller chercher, qui est le taux d'adoption, parce que c'est pas naturel pour tout le monde d'aller connecter ses comptes bancaires à un parcours de souscription pour souscrire à un crédit de 12, 24 ou 36 mois. Donc on a des vrais enjeux là-dessus, sur la partie parcours de souscription, et puis sur les modèles relationnels. Je pense qu'on est tous très au fait de ce sujet, mais on est passé d'un mode de relation très transactionnel dans l'univers du crédit conso à un mode très relationnel. Et on le voit aussi dans la façon de rendre des services aujourd'hui. Là, vous avez à l'écran la nouvelle application de Sofinco qui est sortie il y a 1 mois sur les stores et qui met en avant le quotidien du client. Et on va être dans une relation très différente, c'est-à-dire qu'on va aller agréger ses comptes, on va remonter différents comptes qu'il peut avoir dans des banques différentes et on va lui proposer proactivement des solutions quand il y a pensé ou quand il n'y a pas pensé. Et donc c'est vraiment être là au moment où le client en a besoin, quand il en a besoin, qu'il ait conscientisé ou pas ce besoin qu'il avait de nos solutions. Voilà un petit peu la façon dont ça se traduit aujourd'hui chez nous. Alors Julien, même question, et puis peut-être aussi des réactions sur ce que vient de dire Anaïs, sur les taux de transformation, sur l'acquisition, sur la relation client un peu unifiée, comme on le voit ici. Vous avez la même vision des choses, la même approche ? Oui, alors je vais paraphraser ce que tu as dit et je suis parfaitement en ligne. C'est vrai qu'on a un paysage qui s'est transformé avec le BNPL qui est arrivé, qui est une expérience de paiement puisque c'est hors du crédit conso. Nous, en 2022, on a été finalement un dinosaure. On a été véritablement ringardisé par ces nouvelles offres et il a fallu nous réinventer. Et donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'au summum de l'étape actuelle, puisque
tout ça évolue en permanence et s'améliore en continu, parce qu'on est vraiment dans ces démarches-là d'amélioration continue, avec le lancement Apple, hein, qui est donc le gros partenaire qu'on a lancé le 28 janvier, avec un parcours très innovant. Tu le mentionnais, Anaïs, mais ce qui est important, c'est que du point de vue du client, tout soit très simple. Même si derrière, il y a plein de tuyaux et c'est très compliqué, le client, finalement, lui, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est un parcours très simple, avec le moins de données à remplir, le plus d'automatisation, une réponse immédiate, automatique idéalement, un seul contrat, une seule signature, voilà. Et c'est vraiment la promesse de ces parcours, avec en plus, là en l'occurrence sur ce parcours, une innovation supplémentaire, puisqu'il y a en plus la flexibilité de pouvoir mettre dans un seul panier plusieurs produits, avec plusieurs taux, plusieurs durées, le comptant, enfin voilà, ça englobe vraiment une expérience d'achat quasiment optimale. Mais ça, c'est l'entrée en relation. Ce qui est intéressant avec Apple, si je ne m'abuse, vous me dites si je me trompe, mais c'était votre partenaire, ça ne l'a plus été et ça l'est de nouveau, c'est ça? Il l'est de non, alors nouveau. ça n'a jamais été. Non. Nous, ça n'a jamais été en France. En France, ça l'était en Italie, en Espagne. Oui. Et en France, c'est la première fois qu'on travaille avec D'accord, Apple. très bien. Voilà. Ouais. En France, ils étaient chez nous. Oui, pardon, je vous ai interrompu du coup sur cet aspect. Donc ça, par contre, c'est l'entrée en relation. Et d'ailleurs, on travaille avec QuickSign sur ces parcours. Donc toute la tuyauterie et une grosse partie de la tuyauterie derrière sur finalement l'analyse des documents, l'analyse de solvabilité. Tu parlais de l'analyse biométrique, enfin ce qu'on appelle le liveness. Tout ça pour faciliter. Mais l'objectif, ce n'est pas de mettre de la technologie pour mettre de la technologie, c'est de mettre de la technologie au service du parcours. Tu évoquais l'open banking. Effectivement, ça peut être une contrainte, ça peut faire peur à un client. Nous, on a choisi de le mettre uniquement dans certains cas d'usage, là où ça fait du sens, là où ça fait gagner du temps au client, où ça lui évite d'uploader, par exemple, son bulletin de salaire ou son IRPP. Et c'est vraiment la technologie au service du client. Et puis, comme vous le dites, au-delà de la technologie, il y a aussi quelque part l'innovation en termes d'offres aussi, puisque vous évoquez par exemple ce fameux crédit multiduré différencié suivant les produits en panier, c'est ça? Exactement. Et donc ça, ces offres-là, de toute façon, évoluent en continu. Le marché, tout le monde se regarde dans le marché, on se regarde et on regarde les autres. Et puis, de nouvelles offres vont émerger, de nouveaux usages vont émerger également. Et ce qui est important, c'est non seulement finalement proposer à un client un parcours facile, automatisé, plaisant, puisque on mesure aussi fortement ce qu'on appelle le NPS, et puis le CES, le Customer Effort Score, ils sont excellents sur ces parcours. Et derrière, l'enjeu, c'est la relation avec le client. Comment on reste en relation avec le client, et c'est là que Sofinco a lancé sa nouvelle app le mois dernier, et puis nous aussi. Donc là, alors c'est pas la même. Voilà, il y a vraiment une harmonie parfaite entre vous deux là-dessus. Exactement, voilà. On dirait qu'on travaille ensemble. Et donc cette nouvelle app, ça se veut à la fois une app relationnelle, mais également une app d'acquisition. Et donc la relation dans la poche du client, c'est vraiment ça, et c'est vraiment la manière dont on voit la relation avec nos clients pour demain. Voilà, c'est unifié, une relation unifiée dans la poche. Donc là, l'idée de cette app, c'est pour le client, c'est d'avoir vraiment la vision globale de tous ces crédits, s'il en a plusieurs. Exactement. Est-ce que c'est aussi un moyen de mieux travailler avec les partenaires? C'est une question que je poserai aussi à Anaïs, du coup, du reste après. Tout à fait. En fait, l'enjeu vis-à-vis des partenaires, les partenaires, on l'évoquait, il y a dans le marché un recul de la consommation, il y a une baisse de la fréquentation. L'enjeu aussi, c'est cette notion de plaisir que j'évoquais, comment redonner plaisir aux clients d'aller acheter, lui redonner aussi les moyens d'aller acheter, et le crédit, c'est un moyen d'acheter. En l'occurrence, un iPhone à 1300 €, un étalement sur 24 mois fait du sens. Et même pour des gens qui n'auraient pas besoin de crédit ou qui pensent ne pas en avoir besoin. Ça peut être une bonne gestion aussi financière de faire du crédit. Et donc, sur ces parcours, en tout cas sur cette notion-là, on a vraiment une app qui permet de mettre en avant les offres de nos partenaires, puisqu'on a une app qui devient une app conversationnelle quasiment, qui permet à la fois de mettre en avant la carte de crédit du client s'il l'a, les offres partenaires, de communiquer avec le client, sans oublier l'humain.
puisque on l'évoquait, hein, on l'a beaucoup évoqué, l'IA, la conversationnelle, mais on tient à ce qui est un numéro de téléphone, un vrai numéro de téléphone avec une vraie personne qui répond aux clients. Et ça reste essentiel dans la confiance qu'on peut donner aux clients, de la relation qu'il va pouvoir avoir avec une marque comme CTLM. Anaïs, je vous vois opiner du chef. J'imagine que sur l'app Sofinco, il y a aussi la mise en avant peut-être d'offres, il y a du contact humain évidemment. Et quand on préparait ce débat, vous disiez, bon, le modèle finalement de distribution, il change, l'écosystème il change. Et il y a de nouveaux acteurs avec lesquels il faut s'intégrer. Alors tout à l'heure, on parlait des nouvelles offres, crédit ou pas crédit, que sont le BNPL. On évoquait aussi des nouvelles offres d'innovation en termes de crédit avec des partenaires. Quelle est un peu votre réaction sur tout ça? Peut-être avant de réagir de façon plus large sur l'écosystème, je rebondis sur la relation avec nos partenaires. Ouais. J'ai quand même le sentiment que le marché il est en train de bouger un petit peu d'un modèle où on avait un modèle d'apporteur, donc nos partenaires classiques, retailers qu'on connaît, à un modèle de porteur. On parle souvent de l'app dans sa poche. En fait, je pense que demain, le client aura aussi le pouvoir de choisir la solution de financement qu'il désirera au moment où il le désire. Ça peut être dans le wallet, ça peut être sur le site, ça peut être sur une carte type la carte Sofinco qui a été lancée il y a quelques temps, qui va lui permettre de faire un crédit, un BNPL, de faire de l'arbitrage post-achat. Et en fait, il faut avoir conscience de ce mouvement de marché. Les points de contact se multiplient. Les points de contact se multiplient. Et là où on était dans une relation où nos apporteurs finalement amenaient des clients, en fait, la relation se nourrit dans l'autre sens aujourd'hui aussi, puisqu'on apporte des clients à nos apporteurs grâce à la data qu'on arrive à travailler, grâce aux partenariats qu'on arrive à avoir. Et je pense que ce qu'illustrait Julien par rapport aux différentes réductions qu'on peut avoir dans l'app, on a aussi ça chez Sofinco et on se rend compte que la relation se fait beaucoup plus dans les deux sens aujourd'hui. Et pour compléter sur l'écosystème, au-delà de nos partenaires, où effectivement on avait finalement un paysage qui était assez simple, on avait le circuit long, donc les relations avec les grands partenaires, les retailers, et puis le circuit court où on allait chercher du client direct. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un sujet de désintermédiation qui est en train de s'opérer parce qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent dans notre paysage et qui ont tendance à distribuer des solutions financières. Je pense notamment au PSP, je pense au CMS, donc des PrestaShop, etc. Je pense aux wallets qui vont être des nouveaux canaux de distribution de nos solutions financières. Et donc l'enjeu pour nous, ça va aussi être de s'adapter à leurs exigences parce que les exigences d'un retailer, on les connaît. En revanche, les exigences d'un PSP, elles se déplacent, elles sont très très techniques, elles sont très très industrielles et nous, on va devoir savoir répondre à ces enjeux-là. PSP, c'est prestataire de services de paiement, prestataire de services de paiement, tout à fait. Ouais. Thibaut, ça rejoint un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la pluralité finalement des méthodes et des intégrations à avoir pour disposer d'une solution qui puisse gérer finalement tous ces... On parlait d'ajustement, de fine-tuning. Est-ce qu'on est dans le même esprit ici? Ouais. Oui, tout à fait. Si on se projette, si on fait cet effort de projection, parmi les acteurs aussi qui me semblent être intéressants à surveiller, c'est ces banques digitales qui émergent, qui se constituent des énormes bases clients, qui vont dépasser les énormes bases de CTLM et de Sofinco au niveau France, qui sont quand même une des grosses forces de ces deux acteurs. Pour l'instant, pour pas en tirer grand-chose parce que bon, ces banques digitales font essentiellement du flux de paiement, mais qui à un moment pourront provoquer le réflexe crédit au moment opportun, au moment du panier. Et le fait est qu'on travaille beaucoup avec les banques digitales. On a Banque digitale et crédit à la consommation sont nos deux grosses poches. Et on les voit arriver, on les voit vraiment en train de se constituer, se faire leurs armes. Et je ne pense pas que ce soit les 2-3 prochaines années. Mais si on projette un peu le trait, quand on voit le parcours qu'elles ont fait ces 5 dernières années pour conquérir un nombre colossal de clients, on tire le trait et on se dit dans 3 à 5 ans à quoi ça ressemble. C'est vrai que là aussi, on aura sans doute des acteurs dont il faut tenir compte. L'autre domaine de projection sur lequel nous, on travaille beaucoup, c'est la projection au-delà des frontières. En fait. Ces grands retailers... il y en a des nouveaux quand même qui ont émergé. Alors des nouveaux maintenant, Amazon, ça date un petit peu, mais tout de même, ces nouvelles façons de distribuer des produits, des services, se font à l'échelle planétaire. Donc un lancement chez Apple, c'est planétaire. Et donc, au moins modestement au niveau de l'Europe,
ces grands acteurs qui pensent global, comment on les sert, et au plan des services financiers et du financement, comment on peut les servir? Si on doit leur répondre, oui, alors moi je suis en France, alors je t'explique, la législation elle est comme ça, puis les habitudes du français ils sont comme ça, et donc on va se contenter de ça, mais on est très bon à ça, et en Allemagne c'est différent, et en Italie ou en Espagne c'est encore différent, à un moment il y a un problème. Et ces gros acteurs, encore une fois, je mettrais même, alors c'est pas le sujet du jour, mais même le Tesla, je trouve que c'est assez frappant. Les Tesla, Amazon, Apple, c'est des gros, ils ont émergé les 20 dernières années, ils tirent le business du commerce. Genre, il me semble que l'année prochaine, Amazon sera plus gros que Walmart. Walmart, c'est quand même le mastodonte en termes de chiffre d'affaires, ils vont être à 700 milliards. Enfin, et pour considérer leurs besoins à eux, qui tirent, enfin c'est eux qui portent la croissance la plus importante, je pense qu'il faut tout de suite se projeter sur, enfin tout de suite, il serait temps de se projeter sur quelle est la réponse européenne. Tiens, je vais t'aider, tu me parles à moi, mais en fait je vais t'aider sur 5-6 pays. Donc comment tu te connectes à moi? Puis derrière, finalement, effectivement, dans le domaine qui nous concerne, nous, l'onboarding, c'est le taux de transfo, le taux d'équipement, le taux d'automatisation que tu vas chercher, l'exigence que tu vas nous mettre dessus, je peux te l'apporter à tel niveau dans tel pays, mais t'en fais pas, je vais gommer l'aspérité par-ci par-là, et à la fin, on va se parler la même langue, le même langage, quels que soient les pays. Cet enjeu-là, pour moi, il est essentiel. On y travaille beaucoup chez nous pour pouvoir se dire, OK, si on tire le trait, encore une fois, le Amazon Apple, dans 3 ou dans 5 ans, il va être plus gros qu'aujourd'hui. Voilà. Certains retailers France d'aujourd'hui, je pense qu'ils vont être au même niveau, voire même peut-être un peu, ils auront peut-être un peu perdu de vitesse. Voilà. Julien, sur ces enjeux là de mise à l'échelle et de poids aussi des très très gros acteurs qu'évoquait Thibault, sur la dimension aussi européenne des choses, au-delà de nos frontières, quel est votre avis là-dessus, et quel est, tout en maintenant, si vous voulez, aussi une forme de souveraineté quand même importante aussi, comment on conjugue tout ça? C'est une très bonne question, mais en fait, des acteurs, là tu mentionnes Apple. Apple est présent partout dans le monde. Apple veut la même expérience partout dans le monde, et Apple veut être celui qui fait le marché. En fait, c'est pas eux qui dictent finalement. Ils veulent faire le marché, au même titre qu'Amazon veut faire le marché. Ces gros acteurs veulent faire le marché. Ils veulent être ceux qui impulsent les tendances. Et effectivement, alors venant d'un marché américain unifié, ils ne comprennent pas qu'en Italie, on n'ait pas la même réglementation qu'en Espagne ou qu'en France. Et tu évoquais la DCC2, enfin la directive consommation 2 là, qui devrait être mise en place en novembre 2026, elle-même sera ensuite contextualisée et déclinée dans chacun des pays à la sauce de chacun des pays. Donc ça reste un enjeu majeur, et pour nous, établissements financiers spécialisés dans le crédit conso, l'enjeu c'est de pouvoir accompagner ces acteurs partout où ils sont, en tout cas dans les pays dans lesquels on opère, de la même manière. Voilà. Et tenant compte d'un contexte qui est très challenging, c'est ce contexte réglementaire, ce contexte parfois fiscal. Donc même accompagnement, mais des adaptations nécessaires aux différences réglementaires. Avoir un parcours, enfin une offre, un parcours, un service identique, quel que soit le pays. Voilà. Ça, c'est vraiment le challenge pour servir ces acteurs qui font le marché. Anaïs, j'imagine que c'est le même constat que vous avez fait chez Sofinco. Oui, même constat. Après, je me limiterai pas uniquement à des gros acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a des acteurs aussi, du middle retail ou même des top retailers aujourd'hui en France qui pensent à l'échelle européenne. Et effectivement, on a un marché qui est extrêmement fragmenté, et on le voit aujourd'hui. Les appels d'offres qui sortent, ce sont des appels d'offres européens. Donc le défi, ça va être notre capacité à unifier nos offres, à unifier nos parcours, à unifier nos technologies pour être capable de s'adapter à la diversité culturelle de l'Europe. Et ça, c'est un vrai challenge, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que si on ne sait pas répondre à cet enjeu de demain, on va perdre sur notre marché domestique. Et pour des acteurs très classiques, je pense notamment à des Décathlon, à des acteurs dans le voyage, ces acteurs pensent européen, et donc on va devoir le faire. Maintenant, on est un tout petit peu accoutumé du fait. On est sur un marché en France qui est quand même un des plus complexes, un des plus risqués. On n'a pas de fichier positif, donc on se dit qu'aller à l'échelle européenne, ça devrait être quand même un tout petit peu plus sympa en termes de risque. Alors, 2 petits points peut-être pour conclure cette table ronde. D'abord, l'IA. Alors, l'IA, c'est le fil conducteur de la journée. On a évidemment, notamment dans ce que disait Thibault en introduction, on voit bien à quel moment elle peut s'insérer pour aider différents aspects du parcours, du contrôle, de la conformité, etc. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'IA sur lesquels vous travaillez en particulier chez TLM Sofinco, en particulier l'IA générative, qui font sens à être mentionnés?
qui veut démarrer s'exprimer? Ouais, Alors, Julien. nous on a plusieurs initiatives sur l'IA, mais il y en a une qui est très intéressante sur tout ce qui est marketing, hein, la génération d'offres marketing, d'affiches. On parlait de l'app et des millions de clients qu'elle permet d'accéder immédiatement. Bon, bah, quand on travaille avec un partenaire, lui il nous apporte des clients, mais nous, on est aussi en capacité de le faire. Bon, bah, l'IA, là, peut jouer un rôle et joue déjà un rôle prépondérant dans cette capacité à être très réactif et à pouvoir sortir des offres très rapidement. Une autre fonctionnalité intéressante de l'IA, c'est, bon, vous connaissez la loi sur le crédit conso très restrictive, il faut respecter les polices de caractère, les mentions légales, le positionnement le positionnement des mentions sur la page. Et on utilise aussi l'IA pour ça, pour aider aussi nos partenaires à produire leur propre support. Harmoniser un petit peu harmoniser, aussi exactement, certaines c'est pratiques. toujours très complexe, ça évite de recourir à des cabinets d'avocats ou à solliciter nos propres juristes. Et puis on a aussi l'IA dans le sens relationnel, où là on utilise l'IA pour décrypter en fait les conversations que peuvent avoir nos centres de relations clients et prendre les meilleures pratiques, parfois même orienter la personne en charge du client vers le bon lien, le bon support, la bonne procédure pour répondre de manière rapide, efficace aux clients. Anaïs, est-ce que vous avez les mêmes approches? Je vais Donc, parvenir on sur évoquait le marketing, voilà. donc c'est intéressant effectivement d'aider là-dessus. Évidemment, le support, l'analyse des conversations. Effectivement, je vais parvenir sur les similarités, parce que Sofinco a aussi énormément investi ces 2 dernières années sur un moteur marketing qui s'appelle NBO, donc Next Best Offers, qui nous permet d'aller proposer à nos clients des offres au bon moment par rapport à des comportements d'achat qu'on observe. Donc on utilise beaucoup l'IA sur cette partie marketing, beaucoup aussi sur la relation client, mais plutôt au service de nos collaborateurs qu'en contact direct avec nos clients, un peu comme ce qu'évoquait Nickel tout à l'heure. On va essayer d'accompagner le collaborateur pour rendre un service de meilleure qualité, mais on n'a pas encore exposé l'IA à nos clients en direct. Et puis ensuite, on utilise l'IA pour notre cœur de métier, qui est le scoring, qui est quand même le nerf de la guerre dans le crédit conso. Et aujourd'hui, on développe de plus en plus de cas d'usage autour de l'IA et autour aussi de la façon dont on va utiliser les données. On en parlait tout à l'heure, hein, les données aujourd'hui, et là où va nous aider l'IA, c'est la façon dont on utilise toute la masse de données qu'on arrive à obtenir du contexte de l'achat. Aujourd'hui, quand on score un client, on va aller regarder la couleur du téléphone, on va aller regarder le niveau de batterie, on va aller regarder sur le web à quelle vitesse il fait un copier-coller dans un champ, est-ce que, en fait, à quelle vitesse il tape, et en fait, ces comportements biométriques avec tout ce qu'on arrive à avoir comme info contextuelle, c'est là où l'IA va nous aider à aller très 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 loin dans le scoring. Et aujourd'hui, on va aider la couleur du téléphone. Un iPhone rouge, on a beaucoup plus de fraude sur ce type de produit que sur d'autres typologies. Voilà, je vous l'annonce. De même que le niveau de batterie est assez si proportionnel vous voulez autour d'un pays. pas un iPhone rouge, c'est ça là. Exactement. Non, mais c'est des éléments qu'on arrive à détecter aussi des patterns grâce à l'IA. Alors, dernier point que je voulais aborder aussi, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Alors, particulièrement dans le domaine du crédit. Alors, Julien rappelait tout à l'heure que les organismes de crédit ne sont pas là pour juger, effectivement, mais justement, comment un organisme de crédit, d'octroi de crédit, peut se positionner sur ces créneaux-là? Alors, bien sûr, il y a le fait de ne pas contribuer au surendettement, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels vous travaillez en particulier? Alors, pareil, Anaïs, peut-être, je vous laisse parler en premier. Oui, et puis encore un autre secteur sur lequel on travaille de la même façon, qui est la rénovation énergétique des maisons des particuliers. En fait, pour moi, un acteur du crédit conso, il doit accompagner les mutations sociétales. Donc, on a su accompagner cette vague autour de la massification de la consommation. On doit accompagner les changements autour de cette consommation, mais les besoins des clients particuliers aujourd'hui, ils sont ailleurs et ils sont beaucoup autour de ces enjeux énergétiques. Et donc, Sofinco a développé depuis plus de 3 ans maintenant une offre très très globale autour de l'accompagnement à la rénovation énergétique des maisons des particuliers. C'est une offre qui est au cœur de la stratégie commerciale de Sofinco et qui le restera encore pendant longtemps. Et aujourd'hui, au-delà de l'offre de financement, on essaye vraiment de tisser tout un écosystème de partenaires. C'est aussi des partenaires différents des retailers, avec un risque qui n'est pas tant un risque client final, mais un risque apporteur, puisqu'en fait, on va passer par les entreprises qui font ces travaux pour pouvoir distribuer des solutions, pour pouvoir distribuer des services. Donc, on a un métier aussi qui change un petit peu de teinte.
Julien, je crois que vous avez à peu près les mêmes dispositifs aussi, peut-être d'autres Oui, alors choses. après, c'est une Ouais. responsabilité qui est à la fois sociétale, tu l'évoquais, alors Ouais. déjà sur le surendettement, hein, puisqu'on Ouais, on se ouais. veut responsable, hein, donc c'est vraiment éviter à tout prix le surendettement, tant pour les clients que pour les retailers, nos partenaires, que pour nous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on accompagne les tendances de fond. Alors, il y en a une sur le retail qui émerge de plus en plus, et on en parle comme étant la circularité des produits. Alors, Ouais. j'ai souvent la remarque, oui, mais si tu fais du trading, ce qu'on appelle du trading, finalement, tu incites le client à changer son appareil plus vite. Donc, quelque part, ça va contre cette idée. Alors, peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le client, lui, moi, je lui assure de récupérer son appareil. Et si je raccourcis peut-être la durée de détention pour le client, je rallonge la durée de vie de l'appareil. Ouais, l'appareil Et peut être donc, ensuite un appareil qui remis en finit circuit. dans un Ouais. tiroir, je ne sais Mm. pas si dans la salle vous avez des téléphones dans les tiroirs, mais moi j'en ai. Et Pas bien rouge, là, pas rouge, j'espère. pas rouge. Ouais, ouais. Et là, le téléphone ne reste plus dans le tiroir, il a une nouvelle vie, plusieurs fois souvent, et au lieu de durer 1 an, 2 ans, 3 ans, il peut durer 3, 4, 5, 6 ans, avec plusieurs propriétaires. Donc ça, c'est vraiment une émergence, une tendance de fond, hein, qu'on observe dans le crédit. Ça avait commencé avec la voiture, hein, avec la voiture, finalement, on consomme la voiture de cette manière. Eh bien demain, on consommera de plus en plus nos téléphones, notre électroménager ou nos télés, voilà, de cette manière aussi. En tout cas, tout ce qui peut avoir une deuxième vie aura une deuxième vie. Et puis l'autre élément important, effectivement, c'est la rénovation énergétique. Alors là, on n'est plus dans le retail, on est sur des travaux beaucoup plus lourds, mais le point commun avec le retail, c'est qu'on est toujours sur du crédit affecté. C'est-à-dire qu'on ne finance pas un client au sens où on lui donne de l'argent. Non, on finance un bien pour le client. Lui ne reçoit pas l'argent, il reçoit le bien et rembourse auprès de nous ce bien. En l'occurrence ici, ça peut être des pompes à chaleur, de l'isolation, des fenêtres. Et donc ça, on le fait aussi, alors nous, en propre via la marque CTLM et puis également via notre joint venture avec EDF, Domo Finance, pour accompagner les clients dans ces tendances de fond, tendances qui sont d'ailleurs très chahutées en ce moment. Vous avez tous écouté les atermoiements sur MaPrimeRénov'. Oui. Merci à tous les trois pour votre témoignage aujourd'hui, pour votre retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci à tous.